Bonjour et bienvenue dans Géopolitis qui s'intéresse au nouveau pétrole de la transition énergétique, les fameux métaux et minéraux stratégiques. Prométhium, europium, terbium, lantane, ce sont quelques-uns des 17 métaux qui forment ce qu'on appelle les terres rares dont la Chine est le principal producteur. Les projets miniers se multiplient partout, avec les risques pour l'environnement, d'où la nécessité d'augmenter le recyclage. Les grands fonds marins regorgent de métaux stratégiques, mais de nombreux pays s'opposent à leur exploitation. Elles ne sont pas si rares, la planète en regorge, mais les terres rares sont souvent difficiles et coûteuses à extraire. Et elles sont en train de devenir aussi stratégiques que le pétrole, même si leur marché, estimé à 10 milliards de dollars en 2026, est insignifiant par rapport à celui des énergies fossiles. Leurs applications sont multiples dans nos objets électroniques du quotidien, dans la santé, la défense, l'énergie renouvelable, l'industrie automobile et aéronautique. Il convient de les distinguer du lithium, essentiel pour les batteries des voitures électriques, qui fait partie des métaux stratégiques au sens large, tout comme le cobalt ou le coltan, contenus dans nos téléphones portables. Le lithium, dont la demande va être multipliée par 40, avec l'abandon des moteurs thermiques dès 2035 dans l'Union européenne. On estime environ 200 kilos les différents minerais et métaux stratégiques contenus dans une voiture électrique. La demande et les tarifs vont donc exploser. Comme nous le verrons avec notre invité Gilles Carbonnier, professeur d'économie du développement à l'IHEID, la dépendance à la Chine est quasi totale. Elle fournit à elle seule 98% des terres rares consommées en Europe. D'où la multiplication des projets miniers sur le vieux continent, mines de lithium en France, de terres rares en Suède, pour arriver à fournir 30% de la demande. Je ne vous en dis pas plus, regardez ce sujet d'Elsa Anguinolfi. Dans le sous-sol de Kiruna, tout au nord de son territoire, la Suède aurait découvert le plus grand gisement de terres rares connu à ce jour en Europe. 1 million de tonnes, voire plus, qui pourraient être exploitées dans les 10 à 15 ans. C'est une découverte significative qui peut jouer un rôle clé pour assurer la transition énergétique de l'Union européenne. Les terres rares sont en fait 17 métaux, comme le praséodyme, le néodyme, ou le dysprosium. Ils ne sont pas si rares que cela, mais difficiles à extraire et à traiter. On retrouve des terres rares dans les appareils électroniques du quotidien, dans certaines technologies militaires comme les radars, mais aussi dans les éoliennes ou les moteurs de certaines voitures électriques. La Chine est en tête du marché. En 2021, 60% de la production minière de terres rares provenait de Chine, devant les États-Unis, la Birmanie et l'Australie. La Chine assure aussi 87% du raffinage des terres rares. Une position dominante qui inquiète en Europe, mais aussi aux États-Unis. Le pays investit pour relancer la production américaine, comme à Mountain Pass, en Californie, la seule mine de terres rares des États-Unis. À côté des terres rares, d'autres minéraux jouent un rôle important dans les technologies vertes, comme le lithium. L'une des plus grandes mines d'Europe devrait ouvrir en France en 2027. Aujourd'hui, on est ici pour lancer un projet majeur d'envergure qui va nous amener à produire ici, sur le site des Beauvoirs, 34 000 tonnes de lithium hydroxyde. 34 000 tonnes, ça veut dire qu'on peut équiper l'équivalent de 700 000 véhicules électriques par an sur les prochains 25 ans. Le lithium, comme le nickel et le cobalt, entrent dans la composition de nombreuses batteries pour véhicules électriques, des matières dont la production dépend en grande partie d'une poignée d'États. Pour le lithium, environ 90% de la production minière mondiale provient de 3 pays, Australie, Chili, Chine. Pour le nickel, 60% de la production mondiale vient d'Indonésie, des Philippines et de Russie. Pour le cobalt, c'est 70% de la production qui provient de la seule République démocratique du Congo. L'augmentation de la demande mondiale ouvre de nouveaux horizons pour certains pays. La République démocratique du Congo veut promouvoir le développement d'une industrie de production de batteries sur son territoire. On n'exporte plus les matières premières à leur état brut parce que lorsqu'ils sont exportés à leur état brut, il n'y a pas de valeur que nous gagnons. Actuellement, c'est la Chine qui produit les 3/4 des batteries lithium-ion pour les véhicules.
Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale de batteries a doublé entre 2020 et 2021. D'ici 2040, les besoins en minéraux nécessaires à la transition énergétique pourraient quadrupler. Bonjour Gilles Carbonnier. Bonjour. Vous êtes professeur en développement, en économie du développement à l'IHEID, spécialiste des matières premières. Alors on l'a vu dans le sujet, la Chine détient 60% des réserves de terres rares, mais 87% du raffinage. On est en quelque sorte pieds et poings liés à ce que veut bien nous donner la Chine. Elle peut faire des embargos comme elle veut. On peut vraiment se demander comment et pourquoi on en est arrivé là. Et c'est peut-être intéressant de se remettre dans le contexte. Au fond, fin 2001, la Chine est admise à l'Organisation mondiale du commerce. Et l'année suivante, les États-Unis ferment leur dernière mine de terres rares. Et puis l'idée était qu'avec la mondialisation, avec la libéralisation du commerce, chacun se spécialise dans les domaines où il a un avantage comparatif et puis on assure un libre-échange ensuite de biens et services. Mais vous avez eu un boom sur les matières premières avec une demande en hausse et dès 2008, 2010, un certain nombre de pays, dont la Chine, ont imposé des restrictions à l'exportation. Et donc les pays importateurs ont porté plainte devant l'Organisation mondiale du commerce, qui a, quelques années plus tard, statué en donnant tort à la Chine. Je crois qu'en 2015, la Chine a annoncé qu'elle allait éliminer ces restrictions à l'exportation, mais ça montre que, comme les sanctions économiques, ces restrictions à l'exportation deviennent un instrument non seulement de politique économique, mais aussi de politique étrangère. Donc finalement, on passe d'une dépendance à l'autre. On dépendait des énergies fossiles avec le Moyen-Orient. Là, on dépend, pour la transition énergétique, quasiment totalement de la Chine. Attention, aujourd'hui, on a encore, au fond, 80% de l'énergie mondiale consommée qui vient des énergies fossiles. Puis hélas, la principale source d'électricité qui vient du charbon. Oui. Mais on est effectivement dans une transition qui doit être très rapide vu l'urgence climatique. Et donc, on voit une ruée sur ces minerais et ces métaux qui sont essentiels pour la transition énergétique, mais aussi pour les nouvelles technologies, y compris dans le secteur très stratégique de la défense. Alors, l'exemple chinois est évidemment intéressant. Non seulement elle a les réserves, mais en plus, elle a les usines pour faire de la valeur ajoutée, les batteries, les panneaux solaires, etc. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Par exemple, la Bolivie, que vous connaissez bien, eux, ils ont d'énormes réserves de lithium, mais quasiment rien en valeur ajoutée. Alors, comment ça s'explique ? La Chine, au fond, a une politique industrielle très, très ambitieuse et ils ont exigé des investisseurs étrangers de bénéficier d'un transfert de technologie et pas seulement de venir exploiter la main-d'œuvre bon marché. En Bolivie, c'est effectivement le pays qui a les plus grosses réserves de lithium et ils ont essayé de développer l'extraction, la production de manière autonome, nationale, sans succès. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des investisseurs étrangers, notamment chinois, qui vont venir pour, au fond, extraire le lithium en proposant tout de suite des activités de valeur ajoutée, par exemple avec la production de batteries qui puissent être faites sur place. Et ça, c'est quelque chose qui est recevable pour le gouvernement bolivien, de dépendre de la Chine comme ça ? Je crois que il y a différents investisseurs qui se sont proposés. Le pays choisit l'investisseur qui l'intéresse le plus. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est qu'au fond, ces pays qui ont beaucoup de matières premières, trop souvent, ils ont souffert de la malédiction des ressources. C'est-à-dire qu'ils ont des richesses énormes sous le sol, mais la population reste très pauvre. Et puis les États rentiers sont souvent défaillants. Donc il faut diversifier l'économie. Et là, par exemple, si la Bolivie arrivait à obtenir des investissements non seulement pour extraire le lithium, mais aussi pour le transformer, pour produire des batteries et voire même des véhicules électriques, évidemment, le pays pourrait assez vite monter en gamme dans la chaîne de valeur, et ça, c'est essentiel. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que la demande, comme vous le dites, avec les voitures électriques et tout ça, ça va exploser. Le lithium, on avance le chiffre de multiplication par 40 d'hydroxyde de lithium, et donc ça va devenir rentable, d'où ces projets qu'on voit se multiplier. Il y a une mine de lithium qui va ouvrir prochainement en France, une mine de terres rares en Suède. Finalement, c'est des pays qui avaient un petit peu abandonné leurs mines et on retrouve des mines. C'est vrai qu'on avait abandonné l'habitude de voir des activités minières autour de nous. Et puis, avec cette ruée sur des minerais et des métaux stratégiques, on va voir une multiplication des projets parce que les cours ont augmenté et donc ça devient rentable.
Maintenant, évidemment, ça devient rentable, mais ça va rester sans doute plus cher que de produire ou extraire ces ressources en Asie. Et donc, il va falloir exactement voir comment ceci ensuite se répercute dans les intrants pour l'industrie électronique ou les véhicules électriques qui vont donc pouvoir bénéficier d'une diversification des sources d'approvisionnement, mais peut-être à des coûts plus élevés. Alors donc Macron, il a raison d'utiliser cette formule, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. Bon, il semble qu'effectivement il y ait du lithium et qu'il y ait un intérêt là à l'extraire. Je crois que ce qui est très important, c'est que on a vu que dans les pays en développement, ces extractions souvent s'accompagnent de conditions sociales et de travail exécrables et de pollution inacceptable, que ce soit les nappes phréatiques, que ce soit donc les cours d'eau et la qualité de l'air. Et donc je crois qu'il est essentiel d'investir pour produire de manière socialement et digne et écologiquement respectueuse de l'environnement. Et ça, c'est un immense défi. Et c'est un défi qui va aussi ajouter donc, des coûts à la matière première qui va être extraite. Alors, il y a un autre aspect évidemment qui nous intéresse directement, c'est que les projets d'usines, de batteries, etc., c'est peut-être les États-Unis qui vont les récupérer grâce à cette politique un petit peu protectionniste de Biden, avec son fameux Inflation Reduction Act. Donc on se dirige vers une guerre commerciale États-Unis-Europe. Enfin, ils vont attirer toutes les industries liées à la transition énergétique grâce à ça. Oui, cette loi sur la réduction de l'inflation, elle est mal nommée parce qu'au fond, c'est une loi de subvention dans le cadre d'une politique industrielle pour favoriser le passage à des énergies renouvelables et donc à des activités qui réduisent l'empreinte carbone. Maintenant, ce qui est clair, c'est que c'est les industries américaines qui vont en bénéficier. Le Canada, le Mexique a demandé des exceptions. Je crois que l'Europe est en train de demander la même chose et pourrait saisir l'Organisation mondiale du commerce pour contester ces subventions. Et il est évident qu'on pourrait voir des véhicules électriques Tesla qui sont subventionnés, dont les batteries sont subventionnées, alors que ce ne serait pas le cas de VW ou de Renault qui seraient subventionnés. Alors la question, évidemment, on en parlait, environnementale, elle est au cœur de la transition énergétique, mais tous ces projets de mines de terres rares et de lithium suscitent beaucoup d'opposition parmi les populations locales. On se retrouve juste après ce sujet de Mélanie Ohaillon. Des milliers de manifestants bloquent les grandes routes de Belgrade et d'autres villes serbes. C'était il y a un peu plus d'un an. Durant 2 mois, quasiment chaque week-end, ils étaient là pour protester contre un immense projet de mine tout à l'ouest de la Serbie. Ici, dans la vallée du Jadar, le géant anglo-australien Rio Tinto projetait d'y exploiter l'une des plus importantes réserves de lithium d'Europe. Partout où il opère, Rio Tinto fait des ravages. Quand ils estiment que le minerai est épuisé, ils quittent le territoire et le laissent dévasté. Face à l'opposition des habitants, le gouvernement a depuis renoncé à son projet. En France, cette commune bretonne craint elle aussi de voir son site naturel protégé détruit par les bulldozers. Un important gisement de lithium a été découvert il y a 5 ans. Pour nous, c'est indispensable en fait, de le garder vierge de toute exploitation, que ce soit de lithium ou de quoi que ce soit d'autre. Le lithium, composant phare des batteries électriques, a un rôle clé dans la transition énergétique. Mais l'impact environnemental de son extraction est de plus en plus décrié. Dans ce désert de sel en Bolivie, pour extraire le précieux métal, d'énormes quantités d'eau sont puisées dans le fleuve Rio Grande pour alimenter ces immenses bassins d'évaporation, au détriment des cultures et des populations locales. L'extraction du lithium peut contribuer à la lutte contre le changement climatique. Mais si ça se fait d'une manière excessive, on peut aboutir au résultat contraire. Aujourd'hui, l'extraction minière génère des risques considérables. Contamination des sols et des nappes phréatiques, pollution de l'air liée à des poussières toxiques, production de déchets dangereux pouvant contenir des métaux lourds et des matières radioactives. Même constat pour l'extraction du cobalt. En RDC, ces mineurs travaillent même à main nue dans les carrières. Certains sites emploient de nombreux enfants.
Pour limiter les impacts sociaux et sur l'environnement, beaucoup misent sur le recyclage de ces métaux. Mais les différences sont considérables selon le matériau. Actuellement, le lithium et les terres rares ne sont quasiment pas réutilisés en raison d'un processus de recyclage encore difficilement rentable. Alors on le voit bien, le recyclage est effectivement trop coûteux, mais pourtant il est vraiment indispensable aussi si on veut assurer, du moins les pays qui n'ont pas de production, notre indépendance par rapport justement aux pays producteurs. C'est indispensable avec plus de 54 millions de tonnes de déchets électroniques dans le monde. Il est essentiel de recycler autant que possible tous les métaux, les minerais, les matériaux, d'abord pour éviter les pollutions, puis ensuite pour les réutiliser. Hélas, aujourd'hui, les taux de recyclage, comme on le voit dans le reportage, sont vraiment insuffisants, notamment pour les terres rares et le lithium. Mais pourtant, il y a une directive européenne là-dessus qui impose justement aux fabricants et aux consommateurs, enfin les consommateurs le font en général, mais les fabricants de recycler, on n'en est qu'à 10%. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Je crois qu'il appartient d'abord à l'État de mettre le cadre réglementaire et de donner les bonnes incitations en permettant facilement à tout un chacun de pouvoir recycler les déchets. Et puis, pour nous autres consommateurs, il y a plusieurs mesures que l'on peut prendre. D'abord, c'est tenter de réparer nos appareils plutôt que de les jeter et d'en acheter d'autres. Ensuite, c'est essayer d'acheter des appareils qui sont solides et puis dans des magasins qui assurent la reprise et le recyclage ensuite des matériaux. Donc, il y a toute une série, au fond, de responsabilités partagées, mais l'État a un rôle clé à jouer. Mais on parle justement peut-être aussi de risque de pénurie. Si je prends ce portable, sur les 36 métaux qui le composent, il y en a 6 qui risquent de se retrouver en pénurie d'ici la fin des années 50, je crois 2050. Donc finalement, le recyclage, là, il est encore plus important, plus essentiel. Oui, il est d'autant plus important, mais ce qui va être difficile tant pour les investisseurs que pour l'industrie, c'est qu'on voit qu'il y a parfois l'émergence de substituts. De substituts aux terres rares ou de substituts au lithium peut-être. En tout cas, les chercheurs y travaillent. Et donc, il est difficile de dire si en 2050, finalement, peut-être les deux types de terres rares qui ne seront plus disponibles seront toujours nécessaires, mais c'est un risque. C'est ça, ça veut dire qu'il y a effectivement une nouvelle peut-être génération de terres rares qui va rentrer dans la fabrication des batteries, des panneaux solaires et autres. Oui, il y a des recherches, par exemple, avec l'usage du fer et du cobalt, et avec de la nanotechnologie, qui permettrait de produire, au fond, des batteries sans l'usage de terres rares. Et puis, pour le cobalt, certains ont regardé s'il y avait possibilité de remplacer le cobalt avec du sodium ou avec d'autres minerais. Et puis, je pense qu'on va voir des innovations. Je pense que la plus grosse innovation sur laquelle il y a des espoirs, c'est peut-être les batteries à hydrogène. Ah oui. Pour l'instant, la production de l'hydrogène est beaucoup trop énergivore et donc est polluante. Mais on a vu récemment des chercheurs, je crois même à l'EPFL, qui travaillent à la production d'hydrogène à base d'énergie solaire. Alors justement, on parlait aussi des risques environnementaux, des risques pour la santé des riverains, la radioactivité. Bon, là, on voit aussi les dirigeants de ces entreprises nous assurent que tout sera fait dans les règles. Est-ce qu'il faut leur faire confiance? Est-ce que c'est vraiment sans risque? Dans les recherches que j'ai pu faire avec mes collègues dans des pays en développement, on voit que très souvent, les communautés locales sont laissées à elles-mêmes face à des compagnies minières. Et puis, finalement, c'est parfois ça débouche sur des confrontations violentes entre les communautés et les compagnies, soutenues par les forces de l'ordre. Donc, il faut que l'État joue son rôle d'abord de réglementation et de vérification, et ensuite son rôle d'intermédiaire entre les différents acteurs. Mais puis, je pense que si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, au Pérou ou en Argentine par rapport à des mines d'or, si on a une culture démocratique qui permet d'organiser des référendums, il y a moyen d'exprimer les préférences de la population et finalement de décider, par exemple, de ne pas avoir une mine dans une région donnée par vote populaire plutôt que de recourir à des manifestations qui, hélas, au Pérou, ont débouché sur de nombreux morts et blessés. Eh bien, merci Gilles Carbonnier. C'était un plaisir de vous recevoir à nouveau sur le plateau de Géopolitis. Évidemment, on va continuer à s'intéresser à ce nouvel or noir, comme on l'appelle.
Merci à vous. Merci. Merci. C'est un trésor qui gît dans les abysses de l'océan Indien. 380 millions de tonnes estimées de nodules polymétalliques d'une valeur de 110 milliards de dollars que l'Inde a obtenu l'autorisation d'exploiter. Et d'autres projets se multiplient malgré les difficultés et les risques de détruire un milieu fragile. Mélanie Ohayon. Entre Hawaï et le Mexique, cette compagnie canadienne teste un robot d'un tout nouveau genre. À 4000 mètres de profondeur, cet engin collecte ces étranges dépôts qui tapissent les fonds marins. Ces nodules forment d'immenses réserves encore inexploitées de cuivre, de nickel, de cobalt ou de terres rares, entre autres, ces métaux indispensables à la construction de batteries électriques, d'éoliennes ou de panneaux solaires. Clarion-Clipperton est la plus convoitée des zones qui regorgent de ces métaux stratégiques, d'une valeur estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars. De précieux minerais qui côtoient un écosystème encore méconnu. Depuis plusieurs années, l'Institut de recherche allemand Geomar étudie pour l'Europe l'impact que représenterait leur exploitation. Car les collecteurs laissent des traces, celles-ci à plus de 20 ans, et quasiment aucun organisme n'est revenu. Pouvons-nous vraiment nous permettre des dommages dont nous avons, je pense maintenant, une petite idée, pour nous assurer l'accès à ces matières premières? Et si la réponse est non, alors nous devons réfléchir à d'autres technologies ou à modifier nos modes de consommation. Plusieurs ONG diffusaient début janvier ces images filmées depuis le bateau d'exploration canadien. Ces liquides noirâtres sont potentiellement chargés de métaux lourds. L'entreprise a admis un dysfonctionnement mais assure qu'il ne représente aucun risque. Greenpeace a organisé plusieurs interventions dans la zone. Nous ne resterons pas les bras croisés à regarder des sociétés minières telles que vous piller les fonds marins et décimer la biodiversité pour le profit. En marge de la conférence des Nations Unies sur les océans l'été dernier, plusieurs centaines de manifestants réclamaient un moratoire. C'est un risque énorme pour les océans car cela ajouterait aux dommages que nous avons déjà créés. La pollution des océans, la surpêche, le changement climatique. Plusieurs pays comme l'Allemagne, l'Espagne ou la Nouvelle-Zélande soutiennent un moratoire de précaution. Une position récemment partagée par la France qui possède le deuxième domaine maritime mondial après les États-Unis. Les océans doivent être ce qu'a été au fond l'espace il y a quelques années. C'est une nouvelle frontière pour la coopération et le multilatéralisme. Une vingtaine d'États et de grandes compagnies sont déjà dans la course. Une trentaine de licences d'exploration ont été délivrées par l'Autorité internationale des fonds marins qui réglemente ces prospections dans les eaux internationales. Des permis d'exploiter pourraient même suivre cette année. « 1992, ce n'est pas si lointain, et pourtant, on n'en était qu'au balbutiement de la voiture électrique. Seuls quelques prototypes très chers à fabriquer permettaient d'entrevoir le potentiel des batteries qui venaient de passer du plomb au nickel et au cadmium. Pour notre séquence ce jour-là, nous avons retrouvé ce sujet diffusé le 5 mars 1992 à l'occasion du Salon de l'Auto de Genève. L'automobile est en train de tuer l'automobile. On rêve aujourd'hui de véhicules silencieux et non polluants. La solution serait-elle la voiture électrique ? Une voiture qui commence à ressembler à une véritable automobile. Les grands constructeurs s'y intéressent d'ailleurs de plus en plus. Mais attention, ces modèles aux lignes futuristes ne sont que des prototypes. Seules quelques voitures sont prêtes à être produites en petite série. Elles ne pourront circuler qu'en ville ou dans la banlieue proche. Parce que la voiture électrique est limitée par les batteries qui lui fournissent son énergie. Des batteries dont l'autonomie est d'une centaine de kilomètres seulement. Elles sont généralement à base de plomb et pèsent donc très lourd. De plus, elles ne supportent qu'un nombre limité de charges et de décharges. Elles doivent être changées tous les 10 000 kilomètres. Des véhicules électriques qui ne sont peut-être pas aussi écologiques qu'on veut bien nous le faire croire. Il faudra bien fournir l'électricité supplémentaire destinée à les alimenter. Et quelle substance toxique produira le recyclage des batteries et à quel coût énergétique ?
Ces questions non résolues gênent certains écologistes qui croient plus au développement d'une voiture classique ne consommant que très peu d'essence. Je pense qu'il est beaucoup plus sage et beaucoup plus sûr de parier sur ce que l'on sait faire que d'essayer de proposer des solutions qui sont très belles sur le papier, mais dont la réalisation est très discutable à grande échelle. Et c'est bien pour ça que je pense que les pétroliers n'ont pas peur de la voiture électrique. Une voiture électrique qui est un rêve aussi vieux que l'invention de l'automobile. Un rêve qui ne pourra se réaliser que si la décision politique est prise d'interdire le centre des villes aux voitures à essence ou si une découverte révolutionnaire était faite dans le domaine des batteries. Il n'y a pas que les fonds marins qui sont l'objet de convoitises pour les métaux stratégiques. Le Groenland regorge aussi de métaux rares. Il abriterait 12 à 25% des ressources mondiales. Une centaine de licences d'exploration des sous-sols ont déjà été accordées par le gouvernement de l'île qui dépend du Danemark, malgré les oppositions pour des projets antérieurs de mines d'uranium. Celles et ceux qui ont vu la dernière saison de la série Borgen savent aussi que l'exploitation du gaz et du pétrole y sont interdites. Mais l'attrait de ce nouvel Eldorado est trop fort. Une start-up financée par Bill Gates et Jeff Bezos a lancé ses premiers forages en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. On peut se demander si l'intelligence ne serait pas d'y renoncer dans cette île très fragile. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'être toujours fidèles à Géopolitis. La semaine prochaine, nous consacrerons une émission à l'Ukraine, un an après le déclenchement d'une guerre d'invasion par la Russie. Portez-vous bien.